Des souffrances pareilles, c'est inadmissible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est inhumain. Je me suis dit, elle a dû nous appeler au secours, elle a dû appeler ses fils. Comment ils peuvent imaginer que mon père ait fait du mal à sa propre mère? C'est que dans les films policiers qu'on voit ça. Ça peut pas nous arriver à nous, ça peut pas arriver dans le monde réel. Le 18 février 2005, le corps de Christiane Como est découvert dans un bois. Cela faisait 4 mois que cette femme avait mystérieusement disparu. Il est à l'état quasiment de squelette généralisé. Je crois qu'il y a juste que 2 ou 3 phalanges qui portent un peu de chair. Le crâne est vraiment quasiment à nu. C'était la réponse à notre question, mais où est-ce qu'elle est? Maintenant, on sait où elle est. Mais pourquoi et comment, ça on ne sait pas. Cette femme de 54 ans a été abattue de 2 balles dans la tête. C'est monstrueux, en fait. C'est une exécution, littéralement. Qui pouvait en vouloir à cette mère de famille sans histoire? On s'est dit, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui préméditait tout ça. Pour élucider cette affaire, les gendarmes vont suivre de nombreuses pistes. Je sais que je suis le suspect numéro 1. J'ai eu une relation conflictuelle avec ma mère. Est-il possible que le dernier compagnon de la victime soit l'auteur du crime? Quand au final les gendarmes ils nous disent on l'a interrogé, au départ on s'est dit ah oui c'est vraiment bizarre ce comportement. Le meurtre d'une femme en région parisienne va mettre les enquêteurs sur la piste d'un tueur en série. Il y a quelques similitudes en fait entre les 2 homicides, les 2 meurtres. Le mode opératoire va avec le profil d'un tueur organisé et des troubles vraiment psychopathiques inquiétants. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aéry, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Vendredi 22 octobre 2004. C'est dans ce décor de carte postale en Isère qu'Isabelle et Samuel Le Tendre profitent de leur jardin avec leurs 3 enfants. C'était une belle journée d'automne, donc en général, les enfants jouaient dehors, moi je m'affairais à la maison, mon mari était en train de bricoler dans son garage quand nous avons reçu un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, c'est un gendarme de la commune de Chassieux qui souhaite rencontrer le plus vite possible Samuel Le Tendre. Et il me dit, venez de toute urgence à Chassieux. Voilà, votre maman a disparu. Il nous a simplement alarmés du fait qu'elle ne s'était pas rendue à son travail. C'est l'employeur de Christiane Como qui a alerté les gendarmes devant cette absence inhabituelle. Ni une ni deux, je me suis préparé. Je suis parti assez rapidement puisque je m'inquiétais. Samuel Le Tendre part alors avec son frère et sa belle-sœur au domicile de leur mère situé à 50 km de là. C'est ici, à Chassieux, dans la banlieue de Lyon, que vit Christiane Como, âgée de 54 ans. Lorsque les fils arrivent vers 17h, les gendarmes sont déjà dans l'appartement. Tout de suite, une première constatation rend la disparition particulièrement inquiétante. Il y avait son sac à main sur son meuble à chaussures dans l'entrée, avec tous ses papiers dedans, son téléphone portable. Et
ses courses dans l'entrée. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est ça, et ça, c'était pas normal. Laisser les provisions, son sac à main et son téléphone, non. Samuel Le Tendre fait immédiatement part de sa constatation aux gendarmes. C'est là que je dis, il faut qu'on aille voir au garage. Parce que elle a posé sa voiture automatiquement quelque part. En arrivant au garage, on a vu la voiture dans le garage, garée comme il faut. Par contre, il y avait une chose qui était surprenante, c'était le garage qui était fermé, mais pas verrouillé. Les clés du garage, comme celles de l'appartement, sont introuvables. Là, je dis, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Voilà. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est pas normal. Mais pour les gendarmes, il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter. Ils n'étaient pas, on va dire, je dirais, super affolés. C'est toujours pareil, c'est une adulte. C'est un peu comme dans les films, hein. Ils vous racontent, voilà, si t'es une adulte, elle a pu fuguer, voilà, c'est ça. Et il faut attendre 48 heures pour déclencher, on va dire, la vitesse supérieure. Les deux fils de Christiane Como décident alors de partir à la recherche de leur mère. On a pris les choses en main. Mon frère a tourné pendant une partie de la nuit à essayer de la chercher. Et moi, je suis resté donc à l'appartement. J'espérais qu'elle rentre, ouais. Qu'elle pousse la porte, que ça me réveille. Mais voilà, lui demander où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu as fait. Cela fait maintenant 24 heures que Christiane Como a disparu. Ses fils ont espéré toute la nuit qu'elle revienne pour expliquer cette absence brutale qui lui ressemble si peu. De leur côté, les gendarmes ne partagent pas encore l'inquiétude de la famille. Pourtant, tous les proches dressent le portrait d'une femme à la vie extrêmement bien réglée, d'une grand-mère aimante qui, pour rien au monde, ne se priverait de la présence de ses petits-enfants. Depuis son divorce avec le père de Samuel et Romuald, il y a plus de 20 ans, Christiane Como vit seule dans cet appartement de la rue des Charpennes, à Chassieux. Elle travaille pas très loin de là, à quelques centaines de mètres. Donc elle est employée dans un club bouliste qui est assez important. Et donc elle tient la buvette. Au niveau du boulodrome, elle s'y plaisait quand même parce qu'elle était en contact avec les personnes. Elle aimait beaucoup discuter. Après, ce qu'elle aimait un petit peu moins, c'était que les hommes un petit peu la regardent, peut-être un peu trop. Christiane Como est une femme célibataire de 54 ans, proche de sa famille et plus particulièrement de ses 6 petits-enfants. Elle a été grand-mère jeune, à 40 ans, donc elle était assez fière d'ailleurs d'être grand-mère jeune. Ma mamie, c'était une mamie douce. Elle était gentille, attentionnée. Alors ma grand-mère, c'est un sacré phénomène. On partageait notamment beaucoup de choses. La cuisine, des jeux de société aussi. Donc c'est vrai qu'on s'amusait quand on y allait. On passait vraiment des moments chez elle juste incroyables. Elle était toujours là quand on avait besoin. Elle faisait tout pour notre famille et elle donnait vraiment de tout son être pour qu'on soit bien. Mais Christiane Como avait un petit défaut. Ma grand-mère était déjà très maniaque, donc du coup, dès qu'on jouait avec un jeu ou qu'on mangeait un petit gâteau sur la table, hop, elle rangeait vite. Alors la maniaquerie de ma mamie, c'était assez... c'était surprenant en fait. C'était... Alors surtout ne pas toucher les murs. C'était interdit. Et devoir quitter les chaussures pour monter dans la voiture. C'était aussi le matin, quand on se lève, il fallait que le lit soit fait, qu'il soit très bien fait, sinon elle le refaisait. Donc c'était vraiment maladif. Tous les membres de sa famille sont donc unanimes.
Très maniaque, Christiane Como ne serait jamais partie précipitamment en oubliant de ranger ses courses. Elle avait d'ailleurs toujours le même rituel en rentrant du supermarché. Elle mettait sa voiture devant, elle posait ses courses sur la table. Elle reprenait vite sa voiture parce qu'elle avait peur qu'on la raye. Elle rentrait dans le garage, elle fermait sa voiture à clé, elle vérifiait au moins 15 fois si c'était bien fermé. Et après, elle fermait son garage aussi à clé. Et elle revérifiait à chaque fois si elle avait bien tout fermé à clé. Et après, elle remontait ranger ses courses. Sa disparition est incompréhensible et l'angoisse de sa famille grandit. Partir comme ça, de but en blanc, dire je prends même pas de portefeuille, je prends rien du tout, c'était pas Christiane. Je me suis dit c'est fini, hein, on n'a pas de nouvelles. Alors les gendarmes, oh, elle est partie, on va la retrouver, machin. Je dis ils sont bien optimistes. Kathleen Le Tendre est âgée de 6 ans lorsque sa grand-mère disparaît subitement. La petite fille perçoit tout de suite la gravité de la situation. On comprend les choses, on comprend et on se dit c'est grave en fait ce qui se passe. Ma grand-mère est partie et on ne sait pas où elle est. Donc tout se bouleverse, on a de la tristesse, de la colère aussi. Alors que Christiane Como n'a plus donné signe de vie depuis 48 heures, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte. L'enquête est confiée à la section de recherche de Lyon. La première urgence pour les gendarmes est maintenant d'établir ce qu'a fait la quinquagénaire avant de disparaître. Il retrace le fil de sa journée du vendredi 22 octobre. Grâce aux témoignages des voisins, les enquêteurs parviennent à établir que le jour de sa disparition, Christiane Como a quitté son appartement vers 8h30. Direction Meyzieux, petite ville voisine, pour aller faire des courses. On a eu des témoins qui l'ont vue juste en fait au moment où elle allait faire ses courses, où elle rentrait pour déposer sa voiture devant la porte du hall pour décharger en fait ses courses. Il y a des gens qui m'ont dit j'ai vu Christiane, voilà, moi j'allais chercher mes enfants à l'école, tout ça, elle était en train de décharger. Mais les témoignages de ses voisins divergent. Ils ne s'accordent pas sur les vêtements que portait Christiane Como ce matin-là. Ils ne s'accordent pas non plus sur l'heure à laquelle ils l'ont aperçue. Pour certains, il était 11h30. Pour d'autres, il était environ 12h15. Une chose est sûre, à partir du moment où Christiane Como sort de son immeuble pour aller garer sa voiture dans son garage, plus personne ne la revoit. À 14h, elle devait prendre son poste à la buvette. Donc c'est d'ailleurs ça qui va inquiéter le patron, on va dire, du club Bolise, qui, ne la voyant pas arriver, va donner l'alerte. Alors, qu'est-il arrivé à Christiane Como dans son garage, situé au sous-sol de sa petite résidence? Sa voiture, elle est retrouvée dans le box de son garage. C'est évidemment à cet endroit-là où elle a disparu. D'importantes investigations sont effectuées dans le véhicule, garé à l'intérieur du box. Les techniciens en identification criminelle sont à la recherche du moindre élément qu'aurait pu laisser un éventuel agresseur. Ils relèvent différentes empreintes sur la voiture. Une brigade cynophile est également sollicitée pour tenter de déterminer avec précision à quel endroit Christiane Como a disparu. Samuel Le Tendre est alors présent aux côtés du maître chien de la gendarmerie. Il m'a dit, le chien, il sent plus rien. À force d'avoir les voitures qui passent, les gaz d'échappement, il sent plus rien. L'appartement de Christiane Como est également inspecté. Personne n'exclut l'hypothèse que l'agresseur y soit passé. On pensait que c'était peut-être quelqu'un qui avait vu qu'elle vivait seule
et qui aurait pu profiter de la situation, fouiller son appartement, voler ce qu'elle aurait pu avoir chez elle. Il passe l'appartement à un produit très particulier parce que éclairé avec une lumière particulière, il permet de révéler d'anciennes traces de sang qui ont pu être effacées, qui ont pu être nettoyées. Aucune trace de sang n'est découverte dans le logement. Il n'y a pas non plus de traces de lutte ou de cambriolage. En apparence, rien d'anormal ne s'est passé chez Christiane Commo. Alors où est-elle? Que lui est-il arrivé? Et pourquoi ne donne-t-elle pas de nouvelles? Jean-Marc, un mot tout d'abord sur les investigations menées en cas de disparition d'un adulte. L'un des fils de Christiane Commo nous a expliqué que les gendarmes lui avaient annoncé qu'il fallait attendre 48 heures avant de démarrer l'enquête. Est-ce que c'est la procédure habituelle? Non, il n'y a pas de procédure systématique. C'est du cas par cas. Ça dépend des éléments fournis par la famille et ça dépend aussi des constatations effectuées par les enquêteurs. La disparue était-elle dépressive, suicidaire, dans un état de faiblesse psychologique, physique? Les enquêteurs ont-ils relevé des traces de lutte, de violence? Auquel cas, ça fait penser à un départ involontaire, à un départ provoqué. Et on déclenche aussitôt des investigations car il peut y avoir un péril imminent. Et là, dans notre affaire, le fait que les proches de Christiane Commo expliquent aux gendarmes qu'elle avait une vie très réglée, avec des habitudes très ancrées auxquelles elle ne dérogeait jamais, n'a pas suffi à déclencher dans les premières heures les investigations. Non, bien sûr, il y a chaque année en France plus de 40 000 disparitions de majeurs et de mineurs qui sont signalées aux services de police et de gendarmerie. Et dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, les disparus réapparaissent volontairement au bout de 1 ou 2 nuits passées à l'extérieur. Il est bien évident qu'à chaque fois, bien sûr, les familles trouvent ces disparitions incongrues, étonnantes, alarmantes. Alors finalement, au bout de 48 heures, une information judiciaire a été ouverte et de sérieuses investigations ont été menées dans l'appartement et dans le garage de Christiane Commo. Qu'est-ce que vous retenez de ces premières constatations? Tout d'abord, il n'y a aucun élément matériel, ni dans la voiture, ni dans le box, ni dans l'appartement, qui permettent de penser que des actes violents y ont été commis et donc de privilégier une piste criminelle. En revanche, ce qui est étonnant, c'est que Christiane Commo soit partie avec les clés de sa voiture, du box et de son appartement, alors qu'elle a laissé dans son appartement son sac à main, son portefeuille et son téléphone portable. Ça peut bien sûr s'expliquer si elle est partie pour quelques minutes, pour quelques heures, qu'elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a pris un café, mais au bout de 2 jours, c'est complètement anormal, c'est complètement incohérent et c'est donc inquiétant. Jean-Marc, Christiane Commo a, le jour de sa disparition, suivi fidèlement ses habitudes. Elle a stationné son véhicule devant son immeuble avant de remonter ses courses dans son appartement. Elle est ressortie pour descendre sa voiture dans le garage sans oublier de fermer sa porte à clé. Elle s'est garée ensuite de la même façon qu'elle le faisait d'habitude. Elle a verrouillé son véhicule avant de rabattre la porte de son box. La seule chose qu'elle n'a pas faite, c'est de fermer à clé ce box. Effectivement, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est dans ce garage qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. On peut imaginer effectivement que c'est au moment où elle allait verrouiller la porte de ce box, quelque chose ou quelqu'un l'a empêché d'accomplir son rituel quotidien. Les gendarmes diffusent un appel à témoins dans l'espoir de localiser Christiane Commo. Et très vite, ils obtiennent des informations qui pourraient s'avérer déterminantes pour la suite de l'enquête. Les gens contactent les enquêteurs en disant je crois reconnaître cette dame, je l'ai vue dans le bus. Alors, il y a plusieurs hypothèses comme ça qui sont exploitées d'emblée. Ces témoignages sont formels. Christiane Commo aurait été aperçue à différentes reprises à Lyon,
dans le centre-ville et à la gare. Il y a un conducteur des TCL, qui sont les transports en commun lyonnais, et un passager de ce bus qui pense l'avoir reconnu parce que cette dame aurait fait un scandale. Christiane n'était pas une femme trop imprévisible. Elle n'était pas très spontanée. Et aller se balader dans la gare de Lyon, pour dire d'aller se balader dans la gare de Lyon ou n'importe où, c'était pas dans son habitude. Aucun élément ne permet de confirmer la présence de Christiane Como dans la ville Lumière. C'est alors que les gendarmes apprennent que la victime, au moment de sa disparition, traversait une période compliquée. Elle a fait un séjour au Vinatier. Alors, Vinatier, c'est un peu comme Sainte-Anne à Paris, c'est un peu le grand complexe psychiatrique, où peuvent être soignés des gens également dépressifs. Elle est allée en consultation voir un psychiatre par rapport à son problème avec sa prothèse mammaire. En effet, il y a plusieurs années, Christiane Como avait décidé de faire de la chirurgie esthétique. J'ai su effectivement que ma belle-mère s'était fait refaire les seins. Christiane était une femme qui prenait énormément soin d'elle. Elle aimait beaucoup s'apprêter, elle était toujours impeccable, elle aimait plaire. Mais peu de temps avant sa disparition, une complication est survenue. Elle avait été obligée de se faire retirer une prothèse, que c'est même moi qui l'avais accompagnée à la clinique. Parce qu'elle avait un gros souci au niveau de la cicatrisation, ça cicatrisait pas. Et donc il lui avait enlevé une des prothèses. Et quand elle a dû l'enlever, en fait, elle s'est toute remise en question en se disant je suis peut-être pas une belle femme, il me manque quelque chose, du coup j'ai plus qu'un sein sur deux, on va dire. C'est vrai que ça l'avait amené un petit peu ça l'avait un petit peu désespérée sur ce terrain-là, quoi. C'est ce problème qui a conduit Christiane Como à consulter un psychiatre, puis à prendre des antidépresseurs. Et si finalement cet état psychique était à l'origine d'un départ volontaire? Alors les enquêteurs se disent que Christiane Como, ayant fait des séjours au Vinatier, elle aurait pu disparaître d'elle-même. C'était une personnalité qui était susceptible finalement peut-être de flipper, comme on dit, de prendre un coup de calgon et puis de partir, quoi. Pour les gendarmes, se pose une question essentielle. Où se serait alors réfugiée Christiane Como? C'est en fouillant dans la vie de la victime qu'ils vont avoir un début de réponse. Christiane était une femme très croyante. Ma belle-mère était très croyante. On sait que Christiane Como était une femme pieuse. On a fait notre enquête un peu de voisinage à l'époque. Il nous avait dit qu'elle se rendait à la messe régulièrement, qu'elle arborait d'ailleurs un signe religieux. Je ne sais pas si c'était un médaillon, une petite croix. Enfin, elle était connue pour ça. Nous nous sommes rendus compte, en fait, que par la suite, quand nous avons un petit peu cherché dans la maison, qu'elle s'était peut-être tournée vers un petit peu un côté obscur de la religion. On a retrouvé un livre qui parle un petit peu de magie noire chez elle. Je suis tombé des nues, là, quand j'ai vu ça. Je suis tombé carrément... ça m'a scotché. Je ne m'attendais pas à avoir un truc comme ça. Pour les gendarmes lyonnais, l'hypothèse du départ volontaire pourrait être confortée par ce nouvel élément. On sait qu'il y a des gens comme ça qui partent se mettre au vert dans une communauté charismatique. Donc c'est quelque chose qui était aussi plausible. Cela fait maintenant plus de 15 jours que plus personne n'a de nouvelles de Christiane Como. Où est-elle?
Est-elle toujours en vie? Ces questions obsèdent sa famille. On a mis beaucoup de moyens en place. Donc mes parents, déjà, ils ont fait des affiches alerte, disparition, recherche. J'étais avec mes parents lorsqu'on a collé ces affiches. On a fait vraiment le tour des villes, des villages pour en coller de partout. Nous, on savait que plus le temps passait et moins on avait de chance que ça se solde positivement, tout simplement. La famille désespérée multiplie les recherches dans tous les petits bois aux alentours de Chassieux. Le temps passait et plus le temps passait et plus on avait ce sentiment qu'on ne la reverrait pas. En fait, on n'a fait que rechercher ni plus ni moins que son corps, c'est tout. C'est morbide, hein, mais bon. Du haut de ses 6 ans, Kathleen Le Tendre participe à chacune de ces battues, sans trop bien comprendre. Pour moi, c'était un peu comme un jeu, en fait, à l'époque. Du coup, je me disais, il faut qu'on retrouve ma grand-mère, elle s'est peut-être perdue dans les bois. On perdait l'espoir petit à petit. Moi, je commençais à me dire, en fait, mamie, elle s'est peut-être trop bien cachée. Elle va peut-être pas bien. Voilà, on désespérait, quoi. Négard, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte après la disparition de Christiane Como. On a pourtant le sentiment que les gendarmes n'ont pas totalement écarté la piste du départ volontaire. Pourquoi alors avoir ouvert cette information sous cette qualification ? Le fait que la piste d'un départ volontaire ne soit pas totalement exclue n'empêche pas l'ouverture d'une instruction dès lors qu'il existe, comme dans cette affaire, des éléments suspects. Et heureusement, parce qu'autrement, à trop vouloir attendre, on risquerait de laisser dépérir les preuves. Maintenant, si la qualification d'enlèvement et séquestration a finalement été retenue, c'est probablement que les incohérences relevées à ce stade des investigations avaient autorisé le procureur de la République à considérer comme possible cette infraction et donc à demander l'ouverture d'une instruction en ce sens. À la suite de l'appel à témoins, plusieurs personnes ont contacté les services d'enquête. Hélas, cela n'a rien donné. Est-ce une obligation légale de se manifester si l'on pense détenir des informations utiles à l'enquête ? Non Arnaud, il n'y a aucune obligation générale de se manifester spontanément, mais quelques obligations spécifiques à certaines situations. L'une d'elles est emblématique, celui qui a connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets a l'obligation d'en informer les autorités judiciaires. Autrement, ce témoin se rend coupable de l'infraction de non-dénonciation de crime et encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement. Alors, pour revenir à notre affaire, oui, si une personne avait été témoin de l'enlèvement de Christiane Como, elle aurait été dans l'obligation de prévenir les services d'enquête. Cela fait déjà 3 semaines que personne ne sait où est Christiane Como. Les investigations s'intensifient pour tenter d'élucider cette disparition. Et c'est en se penchant sur les relations familiales de la victime que les gendarmes vont maintenant tenter d'obtenir des réponses. C'est quelque chose de très classique, quoi, qu'on cherche dans l'entourage, puisque, quelle que soit l'affaire criminelle, on sait que dans 90-95% des cas, le lien, c'est quelqu'un de proche. Apprenant que le fils cadet de Christiane Como était en conflit avec sa mère, les gendarmes vont s'interroger sur sa possible implication. C'est la première piste de l'enquête. Est-il possible que Samuel Le Tendre soit responsable de la disparition ? Alors la relation qu'avait mon père avec sa mère, c'était des relations un petit peu conflictuelles. Mon père, étant jeune, n'était pas très facile, voilà. Et donc, il s'était jamais vraiment bien entendu avec sa mère. Effectivement, mon mari n'avait pas une relation très tendre avec sa maman.
mais c'était sa maman. Et bon, il la voyait, on se voyait de temps en temps quand même, mais il n'avait pas cette relation avec sa maman que certains ont. Alors pourquoi le fils et la mère ont-ils des relations compliquées ? Pour le comprendre, il faut creuser dans l'enfance de Samuel Le Tendre. Je pense qu'elle a très mal vécu le divorce de moi avec mon père. Entre 7 et 8 ans, j'ai vu ma mère changer de tout au tout. Et de la gentille maman à passer à une femme qu'on ne connaissait pas, maniaque, qui était sans arrêt dans le cri, dans la violence des mots, puis ça allait crescendo. Donc, comment voulez-vous avoir une relation calme et apaisée? Moi, je vivais dehors avec mes copains. Je fuyais la maison, le maximum. Je rentrais très tard le soir. Et les enquêteurs comprennent que les années passées n'ont pas calmé la colère du fils. Loin de là. Quand elle venait voir, moi je lui disais bonjour, on se parlait, ça va, voilà. Mais c'était pas, on va dire, l'effusion de tendresse avec ma mère. J'ai du mal à dire j'aime ma mère. Je le dis, j'ai du mal à le dire. Puisque je n'ai pas ressenti d'amour maternel à partir du divorce de mes parents. C'est-à-dire, je ne me rappelle plus. Cette histoire familiale compliquée intéresse beaucoup les gendarmes. D'autant plus que, paradoxalement, Samuel Le Tendre est très investi dans les recherches pour retrouver sa mère. Il fait des pieds et des mains pour pouvoir la retrouver, un peu comme si les années passées de tension avaient disparu. Et donc ça intrigue un peu les gendarmes qui finissent par le soupçonner. Même moi, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça. Même moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. J'avais ce besoin, c'était viscéral. C'était vraiment au fond de moi. J'avais besoin de m'investir là-dedans, de comprendre. Malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, les conflits qu'ils ont eus, une maman la remplace pas. Et mon père, il aimait sa mère, même s'ils avaient des rapports vraiment, voilà, un peu conflictuels. Les enquêteurs lyonnais décident d'entendre le fils de Christiane Como. Et très étonnamment, sa fille Kathleen, âgée de 6 ans, est présente. Les gendarmes faisaient que de l'interroger constamment. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Où est-ce que vous étiez? Enfin, c'était vraiment quelque chose de très impressionnant. Et savoir que son père est le premier suspect, c'est un petit peu dur. Je suis quand même lucide. Je leur ai dit, je sais que je suis le suspect numéro 1. J'ai eu une relation conflictuelle avec ma mère. Ça peut leur poser la question, c'est bizarre. C'est logique, je peux le comprendre, je peux le concevoir. Je leur ai dit, je comprends pas pourquoi je m'investis comme ça, mais je vous ai jamais rien caché. J'ai jamais rien caché aux gendarmes de ce qui s'était passé avant et du fait que je veux m'investir dans l'affaire. Mais je dis, même moi, je le comprends pas. J'ai eu très peur pour mon père. J'ai eu très peur parce que j'avais peur qu'en fait on le mette en prison, hein, qu'on se dise oui c'est lui qui a fait du mal à sa mère et j'avais peur de perdre mon père, forcément. Mais Samuel Le Tendre nie fermement toute implication dans la disparition de sa mère. Je vois pas moi la raison que j'aurais d'aller faire du mal à ma mère à cette époque-là. Qu'est-ce que j'irais faire à ma mère, à ma propre mère? Revenir en arrière parce qu'elle m'a fait vivre un calvaire étant jeune et que je lui en veux et que... Non. Moi, j'ai tourné la page. Pour moi, c'est juste... Ça m'inspire en fait de la colère contre les gendarmes
Parce que je me dis, comment ils peuvent imaginer que mon père ait fait du mal à sa propre mère. Heureusement pour lui, Samuel Le Tendre a un alibi irréfutable. À ce moment-là, on était aux Champignons, on était chercher les trompettes de la mort, c'est l'époque. 6 personnes confirment l'emploi du temps du fils. Samuel Le Tendre ressort donc libre de la gendarmerie. La piste familiale est définitivement refermée. Et la disparition de Christiane Comot reste un mystère, au plus grand désespoir de ses proches. Ce sont des souvenirs un petit peu douloureux, tous ces mois qui ont passé après. On a vécu sans vivre et on avançait, mais on avançait comme des machines. On se rendait pas, on était vivants, mais sans s'en rendre compte en fait. Et quand arrivent les fêtes de Noël, 2 mois après la disparition, tous les petits-enfants espèrent voir réapparaître leur grand-mère adorée. Avec mes frères, c'était notre grand-mère. Notre plus beau cadeau de Noël, ça aurait été de la retrouver en fait. On avait demandé au Père Noël de la faire revenir. Et enfant quoi. Mais ça a été un Noël très triste. Je me dis, peut-être qu'elle va débarquer en ouvrant la porte. Coucou, je suis là. C'est vrai que forcément, il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. On n'était pas du tout dans l'esprit de Noël. On avait en tête, notre grand-mère. D'habitude, elle venait avec tous les cadeaux. Il y avait vraiment... il y avait quelque chose, quoi. Il y avait un esprit de famille. Christiane Comot a disparu sans que le moindre indice ne permette de donner un début d'explication à son absence. Sa famille se sent démunie et a le sentiment que les gendarmes font fausse piste. Les jours, les semaines, les mois passent sans aucune nouvelle. Et le 18 février 2005, soit 4 mois après la disparition, cette longue période d'attente se termine tragiquement par la découverte du corps de Christiane Comot. C'est un employé communal de Niévroz, petit village situé à 20 km de Chassieux, qui fait la macabre découverte, en bordure d'un petit bois. Ce petit bois, il est entre le camping de Niévroz et la station d'épuration, donc c'est un endroit vraiment très très isolé. Et ce jeune homme a vu briller quelque chose, donc il a vu que c'était un bijou. Et en fait, c'est en le ramassant que il a vu qu'il y avait un squelette. Alertés, les gendarmes arrivent très rapidement sur les lieux. Un médecin légiste les rejoint pour réaliser les premières constatations sur le corps. Il est à l'état quasiment de squelette généralisé. Je crois qu'il y a juste que 2 ou 3 phalanges qui portent un peu de chair. Le crâne est vraiment quasiment à nu. Il faut plusieurs mois, au moins 3 ou 4 mois, pour avoir véritablement des fragments squelettiques. Le corps repose sur le dos. Le corps a pu être l'objet de violences ailleurs, d'être transporté et ensuite d'être mis dans cette position. Donc il faut toujours faire attention. Là, la position sur le dos, c'est la position de découverte, la position ultime de positionnement du corps. Ce n'est pas forcément dans cette position-là que la victime est décédée. La victime porte un pull vert et une jupe noire. Autour de son cou, une petite chaîne en or. Ses chaussures ont disparu.
Et ce que remarquent d'emblée les enquêteurs, c'est que la jupe, notamment, est relevée. Il manque sa culotte. Et au niveau du haut du corps, elle a un pull et c'est également relevé au-dessus de ce qu'on imagine être de la poitrine. Une prothèse mammaire est visible. Les enquêteurs se renseignent sur les signalements de disparition intervenus dans la région. Ils font rapidement le lien avec celle de Christiane Como. Alors que le corps est transporté à l'Institut médico-légal de Lyon, les gendarmes se lancent à la recherche d'indices. Ils ont fait ce qu'on appelle un ratissage en ligne, donc ils se sont mis en ligne, ils ont avancé, ils avaient des détecteurs de métaux. J'étais là ce jour-là, donc j'y assistais, j'ai pris des photos, des tamis, etc. Et là, ils ont vraiment passé au crible, on va dire, la scène de crime pour essayer de retrouver le moindre indice. La famille de Christiane Como est avertie de la macabre découverte. Les gendarmes qui m'ont appelé, donc nous ont appelé qu'ils ont retrouvé un corps, donc, et puis bon, qu'il fallait venir voir à la gendarmerie, parce qu'ils ont retrouvé des bijoux sur elle. Ils nous ont fait rentrer dans le bureau et ils ont sorti un sachet avec des bijoux dedans. J'ai reconnu les bijoux tout de suite, quoi. Et là, mon mari, pareil, a reconnu les bijoux et il s'est effondré. Il s'est mis à pleurer. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Donc, ils nous ont dit qu'ils l'avaient retrouvé. Mon mari pleurait, moi aussi. Enfin, c'était la catastrophe. Là, tout s'effondrait, quoi. On sait, on l'a retrouvé. Qu'est-ce qu'on passe par des sentiments de colère, de rage. C'est terrible, la rage. C'était la réponse à notre question, mais où est-ce qu'elle est? Maintenant, on sait où elle est. Mais pourquoi et comment et... Voilà, ça, on ne sait pas. Et surtout, apprendre que sa mère a été découverte dans ce bois de Niévros est insoutenable pour Samuel Le Tendre. Car toute la famille avait recherché la disparue à quelques pas de là. J'en frissonne encore. On a frôlé le corps. On a été avec la famille dans ce petit village, on a fouillé de partout, dans les bosquets, de partout. Ça vous file un froid, quand même, parce qu'on aurait pu peut-être gagner du temps. Le corps est resté quand même 4 mois après coup, donc on aurait peut-être gagné un temps précieux pour l'ADN, pour un ADN étranger, pour plein de choses, quand on voit avec le recul. Il faut maintenant annoncer cette terrible nouvelle aux petits-enfants qui adoraient leur grand-mère. On était rentrés de l'école, ils nous ont assis sur la table basse, ils étaient assis sur le canapé. Ils nous ont dit qu'ils avaient une bonne et une mauvaise nouvelle. Ils nous ont demandé par laquelle ils devaient commencer. Et du coup, on a demandé la bonne nouvelle. Et ils nous ont dit, on a retrouvé votre grand-mère. On était super contents, on a éclaté de joie. Et du coup, quand ils nous ont dit la mauvaise nouvelle, ils nous ont dit, on l'a retrouvée, mais elle est morte. Quelqu'un l'a tuée. Jean-Marc, nous sommes à une dizaine de mètres de l'endroit où on a découvert le corps de Christiane Como. Aujourd'hui, ce petit bois est quasiment inaccessible avec une végétation extrêmement dense, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Pour l'atteindre, nous avons emprunté cette petite route qui se trouve à une centaine de mètres de la départementale. Quelle réflexion vous inspire ce lieu ?
C'est assez paradoxal cet endroit. Nous sommes à la fois éloignés des grands axes de circulation, mais ce lieu était assez fréquenté. Il n'y a pas loin d'ici un stade de foot, il y a également un camping, donc des promeneurs éventuels, il y a aussi un petit lac avec des pêcheurs, et puis ce lieu était fréquenté par des afouagistes, c'est-à-dire par des gens autorisés à couper et à ramasser du bois dans cette forêt. Est-ce que vous pensez que le crime a été commis ici ? Oh, c'est très difficile de répondre à cette question, Arnaud. D'autant que Christiane Como a disparu depuis plusieurs mois. En tout cas, on ne trouve aucun indice à proximité de ce corps. Et le fait qu'il manque les chaussures me fait penser qu'elles ont été perdues pendant que le corps était transporté à cet endroit. Il s'agit donc d'un lieu de dépose du corps. Seconde réflexion, l'état de délabrement avancé du corps me fait penser que Christiane Como a été tuée très peu de temps après sa disparition. Il ne s'agit donc pas d'une affaire d'enlèvement suivie d'une longue séquestration. Je pense que le corps de Christiane Como est ici depuis le début de cette affaire. Le tueur n'a pas cherché à enterrer le corps ou à le dissimuler sous des branchages. Il a donc pris le risque que son crime soit rapidement découvert. Oui, d'autant plus que l'absence de culotte sur le corps de la victime peut laisser penser qu'il s'agit d'un crime à caractère sexuel, ayant donc possiblement laissé des traces physiques ou biologiques susceptibles d'identifier son auteur. Je pense que le tueur était dans l'urgence de se débarrasser du corps et de l'éloigner le plus possible du lieu de la commission des faits. Et c'est probablement par hasard, en passant par ici en voiture, qu'il a eu l'idée de se débarrasser du corps dans ce petit bois. Évidemment, il a eu de la chance que le corps ne soit pas découvert plus tôt. 3 jours après sa découverte, le corps est autopsié à l'Institut médico-légal de Lyon. Les enquêteurs espèrent que cet examen permettra d'établir les causes du décès et de mieux comprendre les circonstances du meurtre. L'autopsie s'annonce compliquée pour le médecin légiste, car le corps est particulièrement délabré. On va chercher tous les éléments qui vont pouvoir nous donner une idée du mécanisme de décès. Donc, nos éléments d'observation doivent être précis, méticuleux. Le légiste commence à noter ses observations. Alors, sur la boîte crânienne, il va y avoir de nombreuses lésions qui vont être très évocatrices d'orifices de projectiles. Donc ces éléments-là, ils vont être extrêmement utiles à regarder. Le médecin est formel. Christiane Como a reçu 2 balles dans la tête, dont une au niveau de la nuque. C'est donc un meurtre d'une violence inouïe. L'étude des projectiles extraits du crâne permet de déterminer qu'ils sont de calibre 22 long rifle. C'est un peu la tarte à la crème des enquêtes criminelles. Le 22 long rifle, c'est quasiment l'arme la plus courante. On trouve ça sans arrêt. Beaucoup de personnes ont des armes de chasse, ont du 22 long rifle. Donc ça ne donne pas vraiment d'indices très probants. Ça ne mène pas d'emblée sur une piste. Le légiste analyse ensuite scrupuleusement le squelette de Christiane Como pour tenter de répondre à une question essentielle. La victime a-t-elle été violée avant d'être assassinée ? Malheureusement, la destruction des organes a fait que tout le petit bassin, en tout cas tous les tissus mous, ont disparu. Impossibilité de savoir s'il y a eu une pénétration traumatique dans une agression sexuelle. Le légiste ne parvient pas non plus à dater précisément le décès. C'est 4 mois, plus ou moins 2 semaines. On est là en termes d'estimation statistique, on n'est pas en termes de datation. Lorsqu'on est très loin de la date du décès,
Nos estimations deviennent de plus en plus larges, les méthodes de plus en plus floues. L'autopsie terminée, la famille de la victime est informée des conclusions du médecin légiste. Je ne peux pas imaginer un acte gratuit comme ça. C'est monstrueux, en fait. C'est une exécution, littéralement. Quand on vous apprend que votre grand-mère est décédée de 2 balles de fusil dans la tête, au début on se dit mais ça arrive que dans les films en fait. Ça peut pas nous arriver à nous, ça peut pas arriver dans le monde réel. C'est que dans les films policiers qu'on voit ça. Des souffrances pareilles, c'est inadmissible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est inhumain. On peut pas. Je me suis dit, elle a dû nous appeler au secours, elle a dû appeler ses fils. Et on ne savait pas, donc on n'a pas pu réagir, on n'a rien pu faire. Jean-Marc, les résultats de l'autopsie sont surprenants. On apprend que Christiane Como a été tuée de 2 balles dans la tête. Ce n'est vraiment pas le mode opératoire auquel on s'attendait dans cette affaire. C'est déroutant. Christiane Como a été victime d'une exécution. C'est un crime extrêmement violent. J'ai appris que le médecin légiste, au regard des fracas osseux constatés à l'arrière du crâne de la victime, en avait conclu que les tirs avaient été effectués à faible distance. C'est donc une véritable exécution et ça ne correspond pas au profil connu de la victime. Et est-ce que ce mode opératoire peut coller avec l'hypothèse d'un crime à caractère sexuel? De mémoire d'enquêteur, je dis bien de mémoire, Arnaud, je n'ai pas le souvenir d'affaires où la victime d'un viol ait été tuée de 2 balles dans la tête. Non, les victimes de viol, quand elles sont tuées, sont étouffées, sont étranglées, voire poignardées. Mais dans une affaire criminelle, vous le savez aussi bien que moi, il ne faut a priori rien exclure. Malheureusement, pour l'enquête, l'état du corps ne permet pas de savoir si les tirs ont été précédés de coups, d'une lutte ou d'un viol. Oui, les résultats de l'examen médico-légal sont plutôt décevants, mais c'était à prévoir. Le corps a été découvert 4 mois après sa disparition. C'est dommage qu'il n'ait pas été retrouvé plus tôt, parce que les conclusions de l'autopsie auraient été plus parlantes et auraient permis de faire avancer plus efficacement l'enquête. Finalement, Jean-Marc, cette enquête démarre avec bien peu d'éléments permettant d'orienter les investigations. Oui, mais néanmoins, nous pouvons tout de même dire que dans cette affaire, il y a au moins 4 lieux et 4 temps. Premièrement, le garage duquel Christiane Como a disparu. Deuxièmement, le lieu où elle a été tuée. Troisièmement, la voiture dans laquelle son corps a été transporté. Et quatrièmement, l'endroit où son corps a été découvert, c'est-à-dire ce petit bois. Ça fait autant de chances de pouvoir recueillir des témoignages, ça fait autant de chances en exploitant la téléphonie mobile de pouvoir reconstituer des itinéraires suspects. Bref, ça commence mal, mais il y a plein de choses à faire. Le 23 février 2005, une information judiciaire pour meurtre est ouverte à Bourg-en-Bresse. Les enquêteurs de la section de recherche de Lyon se focalisent maintenant sur les relations professionnelles et amoureuses de Christiane Como et si le tueur était un proche de la victime. Les gendarmes vont se centrer sur ses habitudes professionnelles et assez naturellement, ils vont se concentrer sur ce boulodrome qui n'est pas très loin de chez elle. Depuis quelques années, Christiane Como était serveuse à mi-temps dans ce club de pétanque à Chassieux. Elle passait finalement ses après-midi à la buvette. Un boulodrome, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui finalement viennent, défilent, viennent faire des tournois, des concours, etc. Donc ils vont logiquement s'y intéresser.
Des centaines de personnes fréquentaient régulièrement ce boulodrome, surtout des hommes. Ma grand-mère avait un franc succès au boulodrome. C'était une très jolie femme et très coquette. Donc elle se faisait souvent draguer. Mais par contre, elle repoussait déjà les premières avances en me disant non mais stop, là tu arrêtes, je n'ai pas envie. C'était là-dessus, elle se protégeait quoi. Est-il possible qu'un bouliste ait conduit soit l'auteur du meurtre? Les gendarmes s'intéressent à tous les adhérents du boulodrome. Ils vont notamment saisir un listing. Et à partir de ce listing, alors ils vont essayer de voir, de faire des recoupements. Ils vont voir s'il n'y a pas des gens, peut-être qui ont eu des antécédents, sur certains points, etc. Les habitués du boulodrome de Chassieux sont entendus. Les casiers judiciaires sont vérifiés, mais aucun profil inquiétant ne sort de ces investigations. Les gendarmes s'intéressent alors à la vie sentimentale de la victime. La vie amoureuse de Christiane Como, on n'a pas eu trop d'éléments dessus. Il y avait peut-être effectivement des hommes qui le tournaient autour. C'était une femme plutôt jolie, plutôt bien de sa personne, mais on n'a pas spécialement d'éléments là-dessus. C'est Samuel Le Tendre qui va alors mettre les enquêteurs sur la piste d'un homme, un certain André, dernier compagnon connu de sa mère. Bon, il y a eu une séparation récente, donc déjà de par cette séparation récente, ça pouvait aussi être un meurtre passionnel. André et Christiane Como se sont rencontrés en 1998 au boulodrome de Chassieux. Moi, elle m'en parlait souvent. Il me disait qu'il était gentil. Je crois bien qu'elle avait même rencontré ses enfants. Et oui, moi, ce que j'en sais, c'est que oui, elle l'aimait bien. Elle l'aimait, mais elle n'allait pas plus loin dans ses confidences, quoi. André a d'ailleurs souhaité officialiser leur relation. Et moi, je sais que ce monsieur l'avait demandé en mariage. Et elle n'a pas voulu. Elle lui a dit non parce que pour elle, c'était trop tôt. Il comptait acheter une maison, je ne sais plus où. Il voulait l'emmener avec lui. Et elle, pour rien au monde, elle se serait éloignée de ses fils et de ses petits-enfants. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a refusé. Séparé de Christiane Como, André a rapidement après le meurtre contacté la famille pour faire une demande très étonnante. André avait insisté pour acheter la voiture de ma belle-mère. Alors nous, dans la famille, ça nous a paru bizarre, très bizarre. Quand il nous a demandé qu'est-ce qu'on allait faire de la voiture, j'ai dit on va la vendre, on ne peut pas la garder. Je ne comprenais pas pourquoi il insistait à acheter cette voiture. Parce qu'il insistait quand même. Il dit oh non, mais moi je vous l'achète, peu importe le prix, je vous l'achète. Voilà. Et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Samuel Le Tendre propose alors à André de racheter la voiture à un prix élevé. Je lui dis, c'est ferme. Pour vous, voilà, c'est ça, pas autrement. Vous acceptez ou vous acceptez pas. Et là, ça m'a renforcé un petit peu au corps mon sentiment de suspicion envers lui. Parce qu'il a accepté d'acheter la voiture à ce prix-là. Pourquoi André a-t-il souhaité acheter à tout prix la voiture de Christiane Como? Cette voiture dans laquelle la victime se trouvait juste avant de se faire enlever. Je trouvais, sans dire cacher quelque chose, mais peut-être des choses qu'il ne disait pas, dont il ne parlait pas. Christiane n'a jamais avoué si elle s'était vraiment disputée avec lui, si la relation avait peut-être tourné court pour X raisons. C'est fort possible, mais il nous en a jamais vraiment parlé. Lui, il insistait juste sur le fait de récupérer la voiture.
La volonté tenace d'André de récupérer la voiture de Christiane Como paraît assez incompréhensible. Mais ce n'est pas le seul comportement qui aiguise les soupçons des gendarmes. Ils apprennent en effet qu'André entretenait une autre relation amoureuse lors de sa liaison avec la victime. C'est alors que les enquêteurs sont informés que l'homme possède une carabine 22 long rifle. Ils saisissent l'arme pour l'envoyer en expertise. Et le 31 mai 2005, un peu plus de 2 mois après la découverte du corps de Christiane Como, André est placé en garde à vue à la gendarmerie de Trévoux. Première question, où étiez-vous le 22 octobre 2004, le jour de la disparition? L'ex-compagnon de Christiane, il dit le jour de sa disparition, je déjeunais avec un ami à plusieurs kilomètres de Chassieux. Les enquêteurs contactent cet ami qui n'arrive pas, plusieurs mois plus tard, à se rappeler que ce jour d'octobre, il a bien déjeuné avec son ami André. André est ensuite interrogé sur sa relation avec Christiane Como. André, contrairement à la famille de Christiane, il dit « si, on était toujours ensemble avec Christiane ». Donc leur relation tenait toujours. Et s'il a voulu absolument acheter à la famille de Christiane sa voiture, c'est parce que pour lui, dit-il, cette voiture avait une valeur sentimentale. Et que pour se rappeler de Christiane, il voulait récupérer ce véhicule. C'est alors que l'expertise balistique tombe. Les conclusions sont formelles. Le fusil d'André n'est pas l'arme du crime. Après un peu plus de 13 heures de garde à vue, l'homme est relâché. Il a multiplié les attitudes étranges, mais aucun élément matériel ne permet de le relier au crime. Pour Samuel Le Tendre, cette décision est un coup dur. Si un jour on découvre qui c'est et que c'est pas lui, je m'en excuserai. Je reste un peu sur ma faim, on va dire, vis-à-vis par rapport à ce qu'il m'a dit, par rapport à sa réaction. Ça reste quand même de grands mystères. André est un homme mystérieux pour nous. Bien décidé à faire éclater la vérité, Samuel Le Tendre propose aux gendarmes de profiter de l'enterrement de sa mère pour tenter de démasquer le tueur. Des obsèques tardives, car elles ne sont autorisées que 9 semaines après la découverte du corps. J'ai besoin de retrouver l'assassin. Je leur avais proposé, je dis écoutez, je vais parler à l'église. Et dedans, j'avais envie de mettre quelque chose, une phrase choquante, pour essayer de faire avoir une réaction dans l'église. On soupçonnait qu'éventuellement, peut-être la personne ou les personnes qui avaient fait ça pouvaient être présentes. Donc je leur ai proposé ça. Donc ils m'ont dit, à ce moment-là, écoutez, c'est un peu inespéré parce qu'on n'ose pas demander ça aux familles. Et ils m'ont même remercié de cette demande parce que ils n'osent pas demander, c'est délicat de demander ça. Le 3 juin 2005, les obsèques de Christiane Como sont organisées à Chassieux. Et comme promis, le fils de la victime termine son discours par cette formule. L'assassin est peut-être parmi nous. Et là, je pense que ça a jeté un grand froid, tout le monde s'est regardé, quoi. J'étais tellement dans un état de rage que si une personne était sortie de l'église, je crois que je faisais qu'un bond. Mais personne n'a réagi à ce discours. Oui, j'aurais aimé que là, qu'il y ait une réaction. C'était mon souhait le plus profond. Mais ça n'a pas été le cas. Là, oui, j'étais très déçu. Jean-Marc, on vient d'entendre Samuel Le Tendre, le fils de Christiane Como,
Racontez comment il a tenté de piéger, ou plutôt de démasquer, le tueur de sa mère lors de la messe d'enterrement. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? C'est une démarche à la fois touchante, naïve et originale. Mais je crois que j'aurais essayé de dissuader le fils de la victime d'agir de la sorte au cours des obsèques de sa mère. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Et je ne vois pas très bien à quoi ça pouvait aboutir. On imagine mal l'auteur des faits s'il se trouve à l'intérieur de l'église, s'auto-dénoncer en se levant et en prenant la fuite, tel un diable sortant de sa boîte. Bien sûr, ce genre de démarche n'est pas sans fondement aucun. On sait qu'au cours de certaines obsèques de victimes tuées violemment, les comportements des uns ou des autres peuvent être curieux, inadaptés. Il est toujours intéressant de voir qui est là, qui est absent, qui parle avec qui. C'est la raison pour laquelle on envoie souvent des policiers pour observer les comportements des uns et des autres. Parmi les proches de la victime présents à la messe, il y avait le fameux André, dernier amant connu de Christiane Como. Cet homme a été un temps suspecté par les enquêteurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de voiture qu'André voulait absolument acheter ? Ça me paraît effectivement étrange qu'il veuille acheter cette voiture à tout prix. Ça peut laisser penser qu'il a peur qu'on trouve à l'intérieur certains objets, certaines traces qui le mettent en difficulté, qui le mettent en cause. Mais c'est d'oublier que des investigations ont été effectuées à l'intérieur de cette voiture dès le début de cette affaire. Et puis en plus, André est l'amant de la victime. Ce serait normal de trouver à l'intérieur de cette voiture des traces physiques ou des traces biologiques de toute nature pouvant lui appartenir. Donc, admettons qu'André ait simplement voulu acheter cette voiture pour des raisons sentimentales. Mais moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est de savoir s'il l'a conservée un certain temps ou s'il s'en est débarrassé très rapidement après l'avoir acquise. En suspectant André, les gendarmes se sont orientés vers la piste d'un crime commis par un proche. On sait que Christiane Como a été enlevée puis tuée de 2 balles dans la tête avant que son corps soit déposé dans un petit bois. Est-ce que tout ça est compatible avec un mobile passionnel ? C'est pas incompatible du tout. On a déjà vu des crimes dits passionnels précédés de séquestration et commis avec des modes opératoires qui font penser à des exécutions sommaires. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des relations extrêmement conflictuelles entre la victime et son auteur, des déceptions amoureuses ou des rivalités amoureuses exacerbées. Et dans notre affaire, ça ne semble pas être le cas. Les relations entre Christiane Como et André semblaient plutôt apaisées. C'était un genre de relation amant-ami, empreinte de complicité et de liberté. À la recherche de nouveaux éléments, les gendarmes se lancent dans une vaste étude des relevés téléphoniques de la région. Ils cherchent à découvrir si quelqu'un a borné à Chassieux, près de chez Christiane Como, le jour de la disparition, puis près du bois où le corps a été découvert. Mais ces vérifications ne donnent rien. C'est alors qu'une nouvelle disparition de femme va bouleverser l'enquête. Nous sommes le 2 juin 2005, soit près de 4 mois après la découverte du corps de Christiane Como. C'est impressionnant parce qu'ils ont déployé des hélicoptères de la garde républicaine. Ils ont déployé énormément de monde pour pouvoir la retrouver. Et en fait, moi, je vois une injustice là-dedans, c'est que pour ma grand-mère, en fait, on n'a rien fait. Donc, c'est une incompréhension totale, c'est une injustice totale. Ce que Samuel Le Tendre et sa fille ne savent pas, c'est que l'affaire Crémel va permettre de relancer l'enquête sur le meurtre de Christiane Como. Il se passe quelque chose d'assez incroyable dans cette affaire, c'est que à peine 4 mois finalement après la découverte du corps, un suspect finalement apparaît, et pas n'importe quel suspect, il s'agit de Patrick Gateau. Patrick Gateau, aidé d'un complice, a enlevé Nelly Crémel,
l'a tué, puis a abandonné son corps en pleine nature. Alors, il se trouve en bordure d'une petite route départementale qui est bordée de chaque côté par des bois. Un petit chemin de terre, et donc elle est à environ une 50aine de mètres dans les bois. Il y a quelques similitudes en fait entre les deux homicides, les deux meurtres. Les deux affaires se passent dans des bois, il s'agit de deux femmes. Deux femmes au physique assez proche, deux victimes enlevées avant d'être tuées, deux meurtres commis avec une arme de calibre 22 long rifle. Il y a un petit bout de ficelle à tirer et on va voir si ça peut déboucher sur quelque chose. Et c'est ce qu'on fait régulièrement sur un peu tout type d'enquête, notamment en matière criminelle, où quand il n'y a pas d'éléments, on cherche ailleurs et de voir s'il n'y a pas moyen de faire un rapprochement justement avec une autre affaire. Mais surtout, il se trouve que Patrick Gateau, avant le meurtre de Nelly Kremel, a déjà été condamné pour un autre crime. Celui d'une femme enlevée à quelques kilomètres seulement du domicile de Christiane Como. Il avait été condamné en 1990 à Lyon, justement, pour le meurtre d'une femme qui avait été tuée dans des conditions justement à peu près similaires à Christiane Como. Les gendarmes, les enquêteurs, évidemment, tout de suite, ça fait tilt. Ils disent, bon, il faut qu'on aille vérifier, effectivement, si ça peut être Patrick Gateau. Les enquêteurs lyonnais apprennent que le tueur a été libéré sous contrôle judiciaire, quelques mois avant la disparition de Christiane Como. Il s'est passé quelques semaines pendant lesquelles il a déménagé et ce contrôle judiciaire n'était plus finalement effectif, c'est-à-dire qu'il a un peu échappé au radar de la justice, il ne devait plus pointer régulièrement à tel endroit, etc. Et ces quelques semaines, comme par hasard, elles correspondent au 22 octobre 2004 et à la disparition de Christiane Como. Alors, est-il possible que Christiane Como ait été enlevée puis tuée par Patrick Gateau ? Cette piste Gateau, elle est particulièrement séduisante parce qu'effectivement, le mode opératoire et les circonstances du crime, dans les trois cas, sont similaires. Un 22 long rifle, à chaque fois ce sont des femmes, à chaque fois dans un endroit isolé. Donc c'est vrai que c'est séduisant quand même. Un expert en balistique est chargé de déterminer si les projectiles extraits du crâne de Christiane Como peuvent provenir de l'arme ayant tué Nelly Kremel. Disons qu'on ne peut pas établir avec certitude que cette arme a tué Christiane Como. Par contre, on ne peut pas totalement l'exclure. Il reste quand même toujours un petit doute sur le fait que cette arme puisse être la même. Les gendarmes cherchent à retracer le parcours de Patrick Gateau à sa sortie de prison. Et c'est l'étude de sa téléphonie qui va finalement permettre de refermer cette piste. Patrick Gateau, il fait très souvent des allers-retours entre la région parisienne et la région lyonnaise. Il va borner le 26 octobre dans la région lyonnaise, soit 4 jours après la disparition de Christiane Como, mais pas avant. Le 22 octobre 2004, lorsque Christiane Como est enlevée, le téléphone de Patrick Gateau borne en région parisienne, à Rebais et à Coulommiers. La déception est immense pour les proches de Christiane Como. Moi, j'aurais aimé que ce soit lui, honnêtement. Enfin, j'aurais aimé que l'enquête arrive, que ce soit lui. Avec cette nouvelle piste qui se referme, la famille de Christiane Como comprend que l'enquête risque d'être longue. Une attente douloureuse qui se double d'un sentiment de solitude intense. Les médias ont leur importance. Quand j'essayais de les contacter, j'avais rien derrière, quoi. Voilà, ça ne devait pas intéresser. Ma mère est juste une femme banale qui travaille dans un jeu de boules. Ça paye pas. Et là, vous êtes frustré, très frustré. Et vous vous dites, vous êtes abandonné.
Négard, l'affaire Kramel et le profil de son meurtrier Patrick Gateau ont défrayé la chronique. Et cette affaire a été à l'origine d'une nouvelle loi pour tenter de lutter contre la récidive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui Arnaud, c'est la loi du 12 décembre 2005 qui vise à prévenir la récidive des infractions pénales, notamment en instituant une mesure phare, la possibilité d'imposer à une personne qui vient pourtant d'exécuter sa peine le port d'un bracelet électronique, alors évidemment sous certaines conditions, notamment celle d'établir la réalité de sa dangerosité par expertise médicale. Alors concrètement, un bracelet comporte un système GPS grâce auquel il est possible de localiser à tout moment son porteur, ce qui est censé avoir un effet préventif en le dissuadant de commettre une infraction ou sinon en le retrouvant plus rapidement. La famille de Christiane Comot regrette que son affaire n'ait pas été médiatisée, contrairement à d'autres. Alors, au-delà du rôle des médias, on sait que c'est le procureur de la République qui est en charge de la communication officielle sur des affaires judiciaires en cours. Sur quels critères ce magistrat décide-t-il de médiatiser une affaire ? Par souci d'efficacité, les phases d'enquête et d'instruction sont en principe secrètes. Mais des bribes d'informations peuvent malgré tout, en tout cas pour certaines affaires, être divulguées par la presse. Et comme celles-ci sont parcellaires, elles peuvent véhiculer des inexactitudes ou troubler l'ordre public. C'est la raison pour laquelle l'article 11 du Code de procédure pénale autorise le procureur de la République à intervenir pour rectifier et calmer les choses. Donc la médiatisation d'une affaire par le procureur de la République, c'est toujours en réaction à une médiatisation qui précède son intervention. Les gendarmes ont fouillé la piste Patrick Gateau qui s'est imposée dans l'enquête, mais ils sont en réalité depuis le début persuadés que le tueur est quelqu'un qui connaissait bien le quartier de Christiane Comot, quelqu'un qui aurait pu observer ses habitudes, quelqu'un qui peut-être l'a croisé régulièrement. C'est alors qu'un témoignage clé parvient aux enquêteurs, celui d'un voisin de Christiane Comot. L'homme relate avoir croisé la victime quelques semaines avant sa disparition. Elle marchait au bord de la route, il s'est arrêté et il lui dit « Vous voulez que je vous ramène jusque chez vous ?» Et puis elle lui a dit « Bah non, c'est bon ». Et puis il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et il lui a demandé, il dit « Ça va pas, Christiane ?» Christiane Comot aurait alors avoué à son voisin être effrayée par quelqu'un. Et là, il lui a dit, en fait, il y avait quelqu'un qui me suivait et je me suis jetée derrière un buisson. Et donc, il l'a récupérée, il l'a ramenée chez elle. Quand on a su ça, qu'elle se sentait suivie, c'est vrai que là-dessus, ça nous a fait un peu tilt, quoi. On s'est dit, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui préméditait tout ça. Tous les résidents du quartier sont entendus. Les voisins, ils disent qu'ils n'ont pas entendu parler d'un rôdeur, qu'ils ne sont pas au courant. Et finalement, malheureusement, cette piste qui semble intéressante pour les enquêteurs, encore une fois, elle donne rien. Le 19 août 2005, soit 10 mois après l'enlèvement de Christiane Comot, c'est un autre voisin de la victime qui va relancer l'enquête. Croisant dans la rue des gendarmes en fonction, il se présente spontanément à eux. En disant est-ce que vous avez trouvé l'assassin de Christiane Comot ? Ça y est, on l'a retrouvé. J'aimerais bien savoir parce que oui, moi, ma sœur habitait pas loin, etc. L'homme semble très préoccupé par les éventuelles avancées des investigations. Cette personne était assez manifestement... n'était pas très tranquille dans sa tête. Hein. Bon, donc les gendarmes lui ont dit qu'ils ne savaient pas trop, etc. Que bon, ils l'ont un peu rassuré, cette personne est repartie. Mais bon, en bon gendarme, ils avaient évidemment relevé l'identité. C'est pas du tout aberrant que les gendarmes soient en alerte sur le comportement de cet homme. Il peut inconsciemment essayer d'aller se dénoncer à la gendarmerie. Il peut complètement s'effondrer parce qu'il a fait quelque chose, il se rend compte que ce qu'il a fait, il n'arrive pas à vivre avec.
Le profil de cet homme divorcé de 42 ans est très intéressant, car il vit à quelques dizaines de mètres de chez Christiane Como. La sœur de ce monsieur, elle vit dans le même immeuble que Christiane Como, et donc elle a accès au garage comme son frère. Les enquêteurs lyonnais décident de creuser cette piste en interrogeant le fichier des détenteurs d'armes à feu. Les gendarmes apprennent que cet homme possède un fusil de calibre 22 long rifle. Considérant avoir assez d'éléments pour l'entendre, les gendarmes décident de le placer en garde à vue dans les locaux de la section de recherche de Lyon. Lorsque ce monsieur il est placé en garde à vue, il tombe un peu des nues et il explique aux enquêteurs que il se rappelle très bien du jour de la disparition de Christiane Como parce que il était en arrêt maladie pour des problèmes de dos. Face aux enquêteurs, l'homme se défend avec conviction. Ce monsieur, il explique que s'il est allé voir les gendarmes, c'est parce qu'il était curieux de savoir où en était l'affaire et que l'arme auquel il pourrait avoir accès, c'est celle de son père et qu'il n'y touche pas à cette arme. Donc finalement, les enquêteurs finissent par se dire que c'est une coïncidence, que c'est un concours de circonstances de retrouver ce monsieur dans cette affaire. D'ailleurs, son médecin traitant confirme très vite les problèmes de santé de son patient. Des problèmes de santé qui le mettent hors de cause. Ce qui a permis d'écarter ce témoin providentiel qui s'inquiétait du sort de Christiane Como, c'est également son état physique. Il souffrait notamment de surpoids. Il avait une corpulence, une masse qui paraissait quand même interdire d'agresser cette femme et ensuite de traîner son corps. Impossible donc que cet homme soit responsable de l'enlèvement et de la mort de Christiane Como. Au départ, on s'est dit « Ah oui, c'est vraiment bizarre ce comportement ». Et après, quand au final les gendarmes ils nous disent « On l'a interrogé, tout ça, y a rien ne colle », c'est un peu désespérant. Pendant des années, l'instruction se poursuit, mais les investigations ne permettent pas de faire éclater la vérité. C'est alors que le 12 juin 2008, près de 4 ans après le meurtre, les enquêteurs apprennent qu'un adhérent du Boulodrome dans lequel travaillait Christiane Como vient d'être mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle. Cet individu est poursuivi pour des faits particulièrement graves. Il y a un agresseur sexuel qui a été accusé du viol d'une jeune femme dans des conditions là, qui intriguent les gendarmes, puisque il l'aurait enlevé en voiture, il l'aurait amené dans un petit chemin. Ça nous rappelle quelque chose, ça rappelle ce petit chemin, ce bois où a été retrouvée Christiane Como. Cet homme avait été entendu au tout début de l'enquête, comme tous les adhérents du Boulodrome. Il avait été mis hors de cause, même si certains témoignages le rendaient suspect. Cette personne tournait autour de Christiane Como, au point, disent les autres membres du club de boules, qu'elle lui aurait demandé d'arrêter de l'importuner, qu'elle ne lui adressait plus la parole. Apprenant son implication dans une affaire de viol, les gendarmes repartent sur cette piste. Un agresseur sexuel qui fréquentait Christiane Como, qui lui tournait autour. Là, c'est le jackpot pour les enquêteurs. Mais 4 ans après les faits, les gendarmes lyonnais se heurtent à l'alibi de cet individu. Trop de temps a passé pour pouvoir mener de nouvelles vérifications. L'enquête est dans l'impasse. Et le 1er juillet 2009, près de 5 ans après le meurtre de Christiane Como, ses proches apprennent une terrible nouvelle. La justice ferme le dossier. Quand on a reçu la lettre en fait, de clôture, tout simplement, mon père, je l'ai entendu hurler dans la maison.
en disant mais c'est pas possible. Et donc on arrive, hein. Il nous dit l'affaire de votre grand-mère a été clôturée. On se pose ça, on se dit que en fait d'avoir quelqu'un qui se fait kidnapper et assassiner, finalement on n'y prête pas plus attention que ça. Et on va classer l'affaire et on va se dire voilà, c'est terminé, on va mettre ça dans des cartons. Pour moi, le mot justice en fait n'existait pas. C'est pourquoi on retrouve les meurtriers ou les disparus pour d'autres et nous, on ne retrouve pas la personne qui a fait ça. Et ensuite, ça s'est transformé en une énorme tristesse parce que je comprenais que on n'allait jamais savoir ce qui s'était vraiment passé. Le journaliste Frédéric Boudouresque se souvient de sa surprise en apprenant la clôture du dossier. On pouvait imaginer qu'à l'époque, il fasse un appel à témoins, il essaie de trouver effectivement quelqu'un qui aurait pu apprendre fortuitement quelque chose. Il y a des gens qui sont tout simplement pas au courant qu'un crime a eu lieu à tel endroit parce qu'ils étaient ailleurs, en France, à l'étranger, qui lisent pas le journal, qui regardent pas la télé ou qu'ils n'ont pas fait attention, etc. Et c'est arrivé des tas de fois que des gens, des années après, apportent un témoignage important. Là, ça n'a pas été le cas. L'enquête se clôture finalement dans une certaine discrétion. Il y a pourtant une autre piste qui a été évoquée dès le début de l'affaire. La famille s'étonne qu'elle n'ait pas été plus creusée. Ça a été une hypothèse qui a été évoquée avec les gendarmes, puisque c'est eux qui m'avaient dit que... Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait du trafic de drogue à l'époque. Eux m'ont dit que certains témoins avaient vu une voiture, un box ouvert, une voiture dedans, des gars qui attendaient dedans, deux personnes qui étaient généralement en attente, de clients, et qui avaient un trafic de drogue. Voilà. Kathleen Le Tendre se souvient que sa grand-mère n'était d'ailleurs jamais à l'aise lorsqu'elle garait son véhicule dans le parking souterrain. Elle avait une appréhension avant de rentrer dans le garage parce qu'il y avait souvent du trafic, des dealers qui traînaient dans le garage. J'ai le souvenir que dans le garage, on voyait souvent des jeunes gens échanger des produits et notre grand-mère nous disait baissez la tête, ne dites rien, on rentre à la maison. Alors Christiane Como a-t-elle pu être témoin malgré elle d'un trafic illégal? Pour la psychologue Hélène Romano, le mode opératoire ne colle pas. Le fait d'avoir les 2 balles dans la tête peut aussi faire penser à des modes opératoires de règlement de compte, de trafiquants divers et variés. Ça aurait pu être ça. Mais ce qui paraît étonnant, c'est que dans ces cas-là, le corps, il fait en sorte qu'il ne soit jamais retrouvé. Non, le profil du tueur n'est pas celui d'un trafiquant. Le mode opératoire va avec le profil d'un tueur organisé et des troubles vraiment psychopathiques inquiétants. Toutes les pistes n'ayant pas été exploitées. Le 23 décembre 2009, 6 mois après la clôture de l'instruction, le procureur de Bourg-en-Bresse décide de donner une nouvelle chance au dossier. Une nouvelle commission rogatoire est délivrée à la section de recherche de Lyon. Il y a toujours des choses auxquelles n'ont pas pensé les précédents enquêteurs, il y a toujours des pistes qui n'ont pas été explorées. Et très rapidement, les nouveaux enquêteurs vont se rendre compte qu'il existe d'importantes failles dans le dossier. Les données téléphoniques qui avaient été comparées, c'est-à-dire que les téléphones qui avaient borné à Chassieux, où Christiane Como a disparu, et à Niévros, où son corps a été retrouvé, les seconds enquêteurs se sont rendus compte postérieurement qu'il y a un certain nombre de numéros téléphoniques, finalement, qui apparaissaient comme des numéros de ligne fixe. Et ça n'avait pas intrigué les premiers enquêteurs. Donc ils sont revenus à la source de l'information, ils se sont rendus compte que non, c'était bien des téléphones portables, qu'il y avait une mauvaise transcription. C'est donc 5 ans après le meurtre qu'une nouvelle étude de la téléphonie est menée.
Ils ont mis la main sur plusieurs dizaines de téléphones portables qui n'avaient pas été exploités. Ils ont essayé de retrouver les titulaires des lignes téléphoniques. Et là, malheureusement, les opérateurs téléphoniques, des années après, n'ont pas tout gardé. Donc, il y a certains téléphones portables dont on ne saura jamais à qui ils étaient, qui étaient ces gens. Parmi eux, il y avait peut-être l'assassin. Ça, on ne le saura jamais. Un autre manquement apparaît rapidement. Il y a des scellés qui n'ont pas été exploités. Et ce ne sont pas n'importe quels scellés. Ce sont des empreintes digitales sur la voiture de Christiane Como. Et ces empreintes digitales, elles n'ont jamais été exploitées. Alors, ça paraît être assez incroyable. Parmi ces empreintes digitales, certaines étaient pourtant exploitables. Elles vont être intégrées à un fichier qu'on appelle le FNAED. Elles ne correspondent à personne. Elles ne correspondent à aucun délinquant ou criminel qui est intégré dans cette base. Dont acte. Mais sur le principe, pour une enquête criminelle de cette ampleur, quand même, ça paraît un petit peu curieux. Ça pose question quand même. Négard, le dossier sur le meurtre de Christiane Como a été clôturé à peine 5 ans après les faits et heureusement rouvert. Existe-t-il une durée minimale pendant laquelle la justice est obligée d'engager des investigations ? Non Arnaud, il n'y a pas de durée minimale et le juge d'instruction peut décider de clôturer une information aussitôt qu'elle lui paraît terminée. Ce sont les termes du Code de procédure pénale. En revanche, il y a l'exigence de limiter la durée maximale de l'instruction, c'est ce qu'on appelle le délai raisonnable. Et ce délai s'évalue au cas par cas selon la complexité de l'affaire. Mais ce qui est certain, c'est que passé une période de 2 ans, le juge d'instruction a l'obligation de rendre des comptes aux différentes parties en justifiant tous les 6 mois des raisons pour lesquelles il n'a pas encore été en mesure de clôturer l'instruction. On a entendu la colère de la famille de Christiane Como, son sentiment d'abandon, son incompréhension devant les manquements de l'enquête. Y a-t-il un recours juridique pour faire reconnaître ces erreurs et pourquoi pas attaquer en justice le magistrat instructeur et les enquêteurs ? Lorsqu'une personne considère que le service public de la justice a été défectueux et a causé un préjudice, on a la possibilité d'exercer ce qu'on appelle un recours en responsabilité de l'État. Ça suppose d'établir une faute lourde ou un déni de justice, ce qui est en réalité tellement difficile à rapporter que cette procédure n'aboutit en pratique quasiment jamais. Le 21 avril 2011, soit près de 7 ans après le meurtre, les gendarmes de la section de recherche de Lyon sont alertés qu'un homme originaire de Chassieux vient d'être placé en garde à vue. Un homme au profil très inquiétant. Cet homme, que nous appellerons Pierre, retraité de 64 ans, fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle sur sa fille et ses petites filles. Les gendarmes s'aperçoivent que ce monsieur, il a été plusieurs fois soupçonné dans des affaires d'agression sexuelle, toutes commises à Chassieux. C'est une personne qui s'était jetée à 2 reprises sur des femmes. Alors, il y avait une élue, je crois, de la ville de Chassieux. Cette conseillère municipale de Chassieux, elle raconte qu'un jour, au moment où elle monte dans sa voiture, quelqu'un arrive par derrière, la saisit par le bras et lui fait subir des attouchements sexuels. Pierre a également agressé la femme de ménage de la salle des fêtes de Chassieux. Non seulement c'est un agresseur sexuel, mais en plus, c'est quelqu'un qui semble attiré par la poitrine des femmes. Alors manifestement, il le reconnaît lui-même. C'est lui qui l'explique aux gendarmes. Il dit qu'il ne peut pas s'empêcher de se jeter sur les femmes et de leur toucher la poitrine. Cette attirance incontrôlable pour la poitrine des femmes intéresse beaucoup les gendarmes. Tout de suite, ils se disent, une femme avec une poitrine refaite, plutôt opulente, ça a pu finalement attirer un détraqué sexuel, finalement, qui fait un peu un fétichisme des poitrines de femmes. Surtout que cet homme travaille à quelques pas seulement de chez Christiane Como. Cet agresseur sexuel qui a sévi à Chassieux,
Il peut parfaitement connaître Christiane Como, puisque finalement il a été gardien de gymnase, pas très très loin de son domicile. Il semblerait qu'il ait pu fréquenter également le boulodrome. Sur son emploi du temps, les gendarmes s'aperçoivent que Pierre commence son travail à 14h. Ce qui lui aurait laissé le temps, en fait, de kidnapper Christiane qui disparaît dans la matinée. Un fusil 22 long rifle est découvert chez ce délinquant sexuel. Pierre possède un fusil sans permis et les gendarmes le saisissent pour faire la comparaison balistique avec les balles retrouvées dans la tête de Christiane Como. Fort de ces éléments, les gendarmes établissent une hypothèse. Et si cet homme avait repéré Christiane Como et observé ses habitudes pour finalement passer à l'acte? Le 3 mai 2012, soit 8 ans après le meurtre, Pierre est placé en garde à vue. Immédiatement, il se défend de toute implication. La preuve, il ne connaissait même pas Christiane Como. Faut-il le croire? C'est pas impossible qu'ils la connaissent pas, c'est possible qu'ils la connaissent. Comment faire la part des choses? En tout cas, lui, il est formel, il dit qu'il ne la connaît pas. C'est vrai que ça intrigue les enquêteurs, ils se demandent comment il peut ne pas la connaître. Ah non, c'était impossible qu'ils connaissent pas ma grand-mère, surtout qu'elle était quand même assez connue dans Châillons-en-Soie. C'était juste en face, ils devaient se croiser tous les jours, dans tous les cas. Et moi, je pense qu'il la connaissait, simplement qu'il veut pas l'avouer. La tension est extrême. Pour la première fois, les gendarmes ont le sentiment d'approcher de la vérité. Pierre, quand il est interrogé sur son emploi du temps du jour de la disparition de Christiane Como, il s'en mêle le pinceau, il se rappelle plus ce qu'il a fait, il s'exaspère, mais ça fait 8 ans quand même, il a oublié, enfin, il s'énerve. Et ça éveille encore une fois les soupçons des enquêteurs, ça les intrigue un peu plus. Mais les enquêteurs manquent cruellement d'éléments matériels. D'autant plus que les résultats de l'expertise balistique sont négatifs. Le fusil de calibre 22 long rifle retrouvé chez l'homme n'est pas l'arme du crime. Au bout de 22 heures, après information au magistrat, la garde à vue de Pierre est levée. À chaque fois que les gendarmes ont un suspect dans cette affaire, il y a souvent une 22 long rifle, soit dans l'entourage, soit dans le garage de la personne qui est suspectée. Mais malheureusement, à chaque fois, ça ne matche pas. C'est pas possible qu'il l'ait pas croisé. Surtout s'il allait de temps en temps au boulodrome en plus. Enfin... Non, pour moi, c'est pas possible qu'il l'ait pas croisé. Comme on sait, c'était un prédateur sexuel. Pour nous, c'est pas du tout cohérent, tout ce qui s'est passé, toute son histoire. Pareil, son alibi, il savait pas trop ce qu'il faisait de ses journées. Malgré les interrogations qui demeurent, Pierre est mis hors de cause. Plus de 8 ans après le meurtre de Christiane Como, ses proches restent obsédés par des questions douloureuses. Qui l'a sauvagement assassiné et pourquoi? Au fil des années, cette absence de réponse a peu à peu brisé cette famille unie. On a l'impression d'être dans un cercle vicieux et du coup de s'enfoncer, de jamais en sortir. L'ambiance familiale s'est complètement dégradée. Mon père était très tendu. Du moment où ma grand-mère a disparu, on a eu un père qui était moins heureux, qui s'énervait plus vite, qui était moins présent dans notre vie de tous les jours en fait. J'en ai voulu, mais quand j'étais enfant, en se disant « Pourquoi tu ne fais plus ça avec nous ?» C'est une partie de ma vie qui est assez difficile en fait. Ça me fait terriblement de mal, excusez-moi. Et voilà quoi. Je le regrette qu'ils aient ce sentiment-là, oui, je le regrette. J'ai certainement changé, oui. Mais je le regrette.
Jean-Marc, parmi les différentes pistes envisagées par les enquêteurs, il y a celle des vendeurs de drogue que Christiane Como aurait pu surprendre dans son parking. Est-ce que cette piste est crédible à vos yeux? Non, Arnaud, en matière de trafic de stupéfiants, on assiste, on le sait, à des règlements de compte par arme à feu extrêmement violents. Mais ces règlements de compte ont lieu entre trafiquants eux-mêmes au sein d'une même bande ou entre bandes rivales. De là à ce que le témoin involontaire d'un banal deal de quartier se fasse abattre de 2 balles dans la tête, c'est absolument inconcevable. Venons-en maintenant à Pierre, le gardien de gymnase poursuivi à plusieurs reprises pour agression sexuelle. Cet homme a très fortement intéressé les gendarmes. Qu'est-ce que vous pensez de son profil? Le profil de cet homme est extrêmement inquiétant et c'est parfaitement légitimement que les gendarmes procèdent à une enquête approfondie à son encontre et le placent en garde à vue. Ce qui me paraît extrêmement curieux, c'est qu'il prétend ne jamais avoir vu la victime alors qu'il l'a forcément croisée pendant plusieurs années. Comme pour André, les gendarmes décident de mettre fin à la garde à vue de Pierre parce que la carabine 22 long rifle retrouvée chez lui ne correspond pas à l'arme du crime. Est-ce que cet élément vous paraît suffisant pour mettre fin à la garde à vue? Non, il se peut tout à fait que le suspect ait utilisé une autre arme dont il se soit débarrassé. Mais là, les gendarmes n'ont pas réussi à établir d'autres liens entre ce suspect et le meurtre. J'ai le sentiment, Arnaud, que dans cette affaire, les enquêteurs ont privilégié l'hypothèse d'un crime à caractère sexuel. Or, vous le savez, dans une enquête criminelle, il faut toujours se méfier de ce qui paraît évident. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres axes d'enquête qui n'ont pas été explorés et qui auraient pu l'être? Oui, je pense que les gendarmes sont partis de la scène de découverte du corps alors qu'ils auraient dû partir de la vie de Christiane Como. Ce lieu de dépose avec un corps allongé sur le dos, sans culotte, une jupe relevée, a orienté l'enquête dans l'hypothèse d'un crime à caractère sexuel et orienté les recherches vers des délinquants de ce type. Moi, ce qui me paraît le plus significatif, ce sont les 2 balles dans la tête. On ne peut pas exclure que cette jupe relevée, cette absence de culotte, ne soit qu'une mise en scène destinée à égarer les enquêteurs. Arnaud, je pense que cette enquête n'a pas révélé toutes les facettes de la vie de Christiane Como. Il faut se battre pour relancer l'affaire. Et se dire, on est des petites gens sans importance, mais on va essayer de remuer les terres avec nos petits moyens. Voilà, on n'a pas d'argent, on n'est pas connu, on va essayer de se faire entendre. Il serait bien que quelqu'un se manifeste, ce serait extraordinaire qu'on sache enfin, et puis que surtout la famille de Christiane Como puisse enfin faire son deuil. Je reste persuadée que quelques personnes savent plus, mais ont eu très très peur à l'époque, peur de représailles. Aujourd'hui, le temps venant, ça fera bientôt 15 ans, je pense qu'il est temps que les gens prennent confiance en eux. Il y a tellement de gens qui font du mal et qui sont jamais punis. Non, il ne faut pas laisser faire ça. Jamais la famille de Christiane Como ne cessera de chercher la vérité. Jamais ses petits-enfants n'oublieront leur grand-mère. Elle fait partie de moi, elle fait partie de mon âme, elle fait partie de mon cœur. Donc c'est difficile de faire le deuil, surtout quand il arrive quelque chose comme ça. On n'arrivera jamais à avancer comme avant. J'ai l'impression qu'elle est toujours là pour veiller sur nous, en fait. Même de là-haut, quoi. Je me pose toujours la question, est-ce qu'elle est fière de moi, de la femme que je suis devenue aujourd'hui? Ma grand-mère, elle est toujours avec moi. Elle est à côté de moi,
Elle est dans mon appartement, elle est sur des photos, elle est un petit peu de partout. Et je pense constamment à elle. Et moi, des fois, je lui dis, mamie, je vais réussir à trouver, on va réussir à savoir, on va avoir la justice. Le 20 janvier 2015, l'instruction sur le meurtre de Christiane Como a été clôturée par une ordonnance de non-lieu. Depuis, plus aucune investigation n'est menée. Une situation dramatique et intolérable pour les proches de la victime qui chaque jour espèrent l'avènement d'un fait nouveau qui permettra de rouvrir le dossier. Peut-on accepter que le tueur de Christiane Como ne soit jamais inquiété ? Comment admettre que la justice renonce à faire éclater la vérité lorsqu'un meurtre reste non élucidé, sa violence est décuplée, une violence qui perdure au fil du temps qui passe sans apporter de réponse ?